Bon avant-midi, tout le monde. Merci d'être là pour ce webinaire offert dans le cadre de l'accélérateur de la transition écologique sur les questions de justice et d'équité dans l'action climatique. Donc, des questions qui sont vraiment importantes puis qu'on prend peut-être pas toujours la peine de bien évaluer dans des projets de nature plus environnementale. Puis que, en tout cas, moi, personnellement, ça me tenait beaucoup à cœur que ça soit intégré dans l'accompagnement du FAQTD comme thématique. Donc, je suis bien contente qu'on puisse en parler aujourd'hui. C'est avec grand plaisir qu'on reçoit aujourd'hui Sophie Van Ness et Hélène Madénian du Labo Équité Climat. Sophie est professeure aussi à l'Institut national de recherche scientifique et chercheur principal au Labo Équité Climat et Hélène Madénian est postdoctorante au Labo Équité Climat. Je vais leur céder la parole presque tout de suite. Je vous dis simplement qu'il y aura une période de questions, discussions à la fin. Mais si en cours de présentation, vous avez vraiment des questions de clarification, de compréhension ou des enjeux techniques quelconques, n'hésitez pas à lever la main ou à écrire dans le clavardage. Et puis, je vais voir ce qu'on peut faire. Donc, Sophie, Hélène, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes, parce qu'on est toutes des femmes, je pense, en plus, aujourd'hui. Bonjour à toutes. Donc, Hélène et moi sommes vraiment heureuses d'être ici avec vous aujourd'hui pour parler d'équité et de justice dans l'action climatique locale. Donc, merci d'être là, puis merci à ceux qui vont le regarder en différé. Donc, n'hésitez pas, comme Marie-Hélène disait, si vous avez des questions à travers, et on a hâte de vous entendre à la fin, d'avoir vos retours également. Donc, c'est Hélène, la pro du techno, qui va partager l'écran. Super, merci Hélène. Donc, je passe déjà. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer le plan dans une seconde, mais c'est sûr qu'on essaie de placer un peu le contexte de c'est quoi les opportunités actuellement de travailler sur l'équité dans l'action climatique locale. Quelques concepts et des outils, on essaie d'exemplifier le plus possible avec des outils, des exemples, les notions qu'on amène de l'avant et dont certains vous êtes peut-être déjà familiers aussi. Donc, vous nous reviendrez à la fin sur tout ça. Alors, on commence avec deux constats. Donc, le premier, tu peux changer de diapo, Hélène, c'est que les inégalités s'accroissent évidemment avec les changements climatiques, vous le savez. Les changements climatiques amènent une détérioration des conditions de vie des personnes plus précaires. Mais en plus, deuxième constat, c'est que si on n'en fait pas un enjeu spécifique, la question des inégalités socio-environnementales, bien, elles s'accroissent aussi avec les actions climatiques. C'est ce qu'elles peuvent s'accroître au moins si on ne prend pas assez en compte ce que nous montre autant la littérature scientifique que des expériences terrain. Et donc, devant ces constats qui sont évidemment difficiles, mais sur lesquels on peut agir, c'est important de se positionner, de se développer des outils ou de renforcer les outils qu'on a déjà parce qu'évidemment, il y en a des outils et initiatives qui sont déjà en cours depuis un bon petit bout de temps. Donc, notre équipe, le Labo Équité Climat, on a un financement d'Ouranos de 3 ans pour coproduire une boîte à outils, donc construire avec des acteurs de terrain une boîte à outils. C'est surtout sur le côté adaptation, changement climatique, même si notre présentation va déborder de ça aujourd'hui. Et donc, rapidement, là, vous pourrez voir si ça vous intéresse, là, la panoplie des choses qu'on développe. Donc, il y a des éléments plus recherche, comprendre les processus de ce qui se passe. Il y a aussi des récits de personnes, communautés affectées et de démarches favorables à l'équité qui vont être diffusés dans les capsules et toutes sortes d'outils dont on va vous parler aujourd'hui. Peut-être mettre commencer aussi de où on part, parce que c'est toujours important, surtout sur ces enjeux-là de justice et d'équité. Donc, on part, nous, de notre perspective, évidemment, comme chercheurs, puis on veut partir des opportunités et biais des politiques et actions climatiques. On va parler de certaines intersections sociales et écologiques, certaines parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Puis, on vient de l'éclairage de recherche et de mouvements sociaux qui nous déclinent différentes dimensions de justice environnementale et climatique. On a évidemment nos limites et nos angles morts. On n'est jamais exhaustif, mais aussi on ne fait pas l'expérience nous-mêmes de ces formes d'inégalité-là, la grande majorité. Et donc, c'est sûr que ça amène une certaine limite. Puis, on va parler de ça, de l'importance des voix des personnes qui en font l'expérience, des personnes affectées.
Aussi, ces inéquités-là prennent des formes variées selon les territoires, les parcours, les intersections, et donc c'est très contextuel. Donc ça peut faire partie de nos limites dans ce qu'on amène. Donc, n'hésitez pas si vous voulez rajouter dans la conversation. Et bien évidemment, on a nos angles morts, on est en apprentissage. Donc, c'est vraiment un climat d'humilité et de discussion dans lequel on s'engage. Voilà. Donc, ce dont on veut vous parler aujourd'hui, donc 4 points principaux. Premièrement, les enjeux et opportunités de l'action climatique locale aujourd'hui dans ce climat actuel. On ne vous parle pas de l'enjeu macro. Il y a des gros enjeux macro dont on ne parle même pas, là, évidemment, les enjeux, les difficultés avec les politiques EDI, la montée de la droite. On ne parle pas de ça aujourd'hui, même si c'est dans le contexte. Ça me frappe maintenant quand je dis enjeux de l'action climatique locale, mais on va vous parler plus des démarches de planification, des opportunités que ça peut avoir et des défis. Le deuxième point, c'est les luttes climatiques. Qu'est-ce qu'on apprend en fait dans des mouvements sociaux, de l'historique, de la justice environnementale notamment. Ensuite, on va vraiment aller plus spécifiquement. Qu'est-ce que ça veut dire la justice climatique à l'échelle locale? Parce que historiquement, on en parlait surtout à l'échelle internationale. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Puis après ça, on a des notions de justice là, qui nous permettent un peu de nous éclairer puis illustrer comment avancer. Donc, je laisse la parole à Hélène pour commencer. Merci Sophie, bonjour à tout le monde. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour vous présenter tous ces beaux sujets. Donc on commence avec la première partie. On voulait un peu replacer les enjeux et l'opportunité de l'action climatique locale. Puis il y a certaines choses évidemment que vous connaissez, peut-être d'autres moins. Donc ce sera aussi l'occasion d'échanger par la suite là-dessus. Alors, si on fait un petit retour sur l'action climatique locale au Québec, on se rend compte que jusqu'à maintenant, en fait, dans les plans climatiques municipaux, il est très rarement question de l'équité. Et on se rend compte que le Québec est plutôt en retard par rapport à d'autres provinces canadiennes. Si le Québec, en fait, parle d'équité, souvent, ça reste comme un mot-clé, mais qui n'est pas forcément opérationnalisé dans les actions qui sont mises en place. Ensuite, on se rend compte aussi dans les écrits scientifiques aujourd'hui que malgré le fait qu'on parle souvent du besoin de consultation, de participation, on n'en est pas encore là au Québec. Il y a encore vraiment un manque de participation de la part de différents acteurs quand on fait de la planification climatique ou de la mise en œuvre d'actions notamment. Ensuite, il y a une image qu'on a mise pour comparer égalité et équité que vous connaissez sûrement, mais c'est important de se rappeler que l'égalité et l'équité, c'est pas la même chose. Or, au Québec, on a tendance aujourd'hui à favoriser des politiques qu'on appelle universalistes, donc en fait une même politique pour tout le monde, plutôt qu'au contraire avoir une politique qui est différenciée en vue de viser la réduction des écarts entre les groupes de population et viser vraiment des besoins qui sont différenciés dépendamment de qui on est et où on habite, par exemple. On se rend compte également qu'il y a encore certains tabous qui restent malheureusement. Donc quand on parle plutôt de tendances de fond, par exemple, sur des enjeux systémiques comme le racisme, les enjeux de colonialisme, de sexisme, souvent c'est des choses qu'on a encore du mal à aborder, qu'on a du mal à concrétiser et donc on a du mal à s'en parler entre nous et ça a du mal à atterrir aussi dans des politiques publiques ou des actions qu'on met en œuvre. Et enfin, puis là, vous savez sûrement mieux que nous, il y a encore un enjeu de reconnaissance et de financement de nombreux groupes et organismes communautaires qui sont pourtant les groupes qui viennent en aide et en soutien aux personnes les plus vulnérables. Donc, on sait que c'est aussi ça fait partie en fait du contexte actuel sur lequel on doit travailler. Depuis quelque temps, notamment plutôt dans le milieu anglophone, on voit apparaître ce qu'on appelle des equity lens, ou en français, vous avez peut-être croisé lentille d'équité ou lunettes d'équité. Donc c'est quelque chose qui est peut-être dans le paysage depuis 2-3 ans au Québec. En fait, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on essaie de développer des outils qui ont comme visée d'intégrer l'équité à la fois dans l'élaboration de politiques publiques, aussi dans leur mise en œuvre, et donc dans la façon de déployer sur le terrain en fait, ces politiques, mais aussi dans l'évaluation de politiques. Puis ça touche pas que les politiques climatiques, c'est vraiment plus large que ça, mais en l'occurrence, nous, dans nos recherches, on regarde plus l'angle climat.
Et donc, les utilisateurs qui vont pouvoir utiliser donc, ces lunettes équité, c'est aussi bien des gouvernements de différents paliers, des villes, des organismes communautaires ou la santé publique. Et donc, quand on a fait des recherches, en fait, on s'est rendu compte, puis là, c'est le QR code qu'on vous propose en bas de la page, on essaie un peu de rassembler ce qui ressemble plus ou moins en fait, à des outils d'équité en adaptation climatique au Québec, qui sont portés par différents acteurs et qui ont un peu cette volonté de commencer à mettre ces lunettes équité qui ont pour but en fait de vraiment analyser les choses différemment, donc dans une logique d'aider les personnes les plus vulnérables en premier. Le graphique que vous voyez à droite, c'est issu d'un graphique de la littérature scientifique, donc qui explique un peu qu'on peut utiliser donc, des outils d'équité, à la fois donc, dans la partie élaboration de la politique, implantation ou évaluation, puis ça peut prendre différentes formes. Ce qu'il faut retenir avec les outils, c'est que vraiment il y a une diversité en fait de formes. Ça peut être des questions à se poser quand on fait une élaboration de politique publique, une grille de type Excel pour avoir des pondérations sur des indicateurs qu'on se serait donnés. Ça peut être plutôt à nouveau une façon de mesurer des politiques, donc plutôt sous la forme d'indicateurs. Donc c'est assez divers. Et ce qui est intéressant en fait souvent dans ces types d'outils, c'est plutôt la philosophie qui est derrière en fait. Comment est présenté l'outil, quelle est la visée, sur quoi on veut mettre la priorité. Donc c'est intéressant à garder en tête pour voir ce qui va se développer en fait dans les prochaines années, voir comment ça va atterrir dans les différents milieux. Ensuite, il y a des petites nouveautés en ce moment au Québec. Donc, vous avez dû sûrement entendre parler, notamment le programme Accélérer la transition climatique locale, qui est un programme donc, qui est porté par le gouvernement du Québec, qui a pour but de pousser les MRC, les municipalités, à adopter des plans climat d'ici 2027. Donc aujourd'hui, la plupart en fait, des MRC sont dans ce qu'on appelle le volet 1. Donc il y a à peu près 100 organismes municipaux qui sont dans cette élaboration de plans climat actuellement. Donc ça prend beaucoup de travail d'analyse des risques, d'identifier les parties prenantes qui pourront participer justement à des consultations éventuellement. Donc il y a beaucoup d'effervescence, on se rend compte, au niveau MRC municipalité en ce moment. Suite à ce volet 1, donc, il y aura des plans climat qui auront été adoptés et les MRC municipalités passeront au volet 2, qui seront vraiment de développer des projets sur le terrain. Et donc là, ça peut vraiment être d'intérêt pour vous parce que les municipalités vont vraiment avoir besoin d'organismes locaux pour les aider à développer des projets vraiment concrets qui montrent en fait aux différents ministères qu'il y aura des retombées assez claires en fait pour les populations et les territoires. Donc ça peut être une opportunité en fait de s'engager vraiment dans des projets réels. Malgré donc ce contexte qui est assez intéressant pour les actions climatiques à poser dans les prochaines années, il y a certains enjeux et défis, notamment ce programme en fait impose un calendrier assez serré. Il y a beaucoup de nouveaux concepts à s'approprier, beaucoup de livrables sur lesquels il faut travailler. Donc ça fait beaucoup de travail en fait pour les gens qui seront chargés de ces plans climat en interne. Et on peut aussi se poser des questions sur comment est cadré en fait ce programme, dans le sens où en matière d'équité, il n'y a pas vraiment de standard. Donc on parle de facteurs clés de succès, d'avoir l'équité dans son plan climat, mais ça manque un peu de façon comment l'opérationnaliser, comment vraiment ça va être, comment ça va être jugé en fait par le ministère. Et puis on peut se poser la question aussi du financement derrière tout ça, parce que c'est un programme donc sur quelques années, mais est-ce que ça va être suffisant en termes de ressources financières et à quel point ça va être pérenne? C'est aussi des questions et des limites qu'on peut poser. Ce qui est intéressant peut-être pour vous à savoir, c'est que dans le guide d'élaboration donc du plan climat du ministère de l'Environnement, il est vraiment question d'aller parler aux différentes parties prenantes, de consulter différents acteurs et notamment ceux qui portent l'avant en fait des citoyens, des populations plus vulnérables. Donc ça, c'est important à garder en tête que les municipalités, les MRC sont vraiment poussées à aller vraiment consulter. Néanmoins, comme c'est en train de se faire, à quel point ça va avoir lieu dans une bonne temporalité avec les bons acteurs. Donc c'est un moment opportun pour essayer d'être dans ces discussions, mais on ne sait pas dans quelle mesure ça va vraiment aboutir, compte tenu, comme je disais avant, des calendriers serrés et autres facteurs contraignants. Il y a d'autres activités de planification autour du climat qui ont lieu en ce moment, notamment dans les directions de santé publique régionales. Il y a un projet dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle, pour ceux qui connaissent, le VRAC Parc, donc l'évaluation des vulnérabilités et risques régionaux liés au changement climatique, qui est le volet 1, et le volet 2 de développer vraiment des plans d'adaptation régionaux. Ce qui est intéressant dans l'approche de la santé publique, c'est que c'est peut-être l'acteur aujourd'hui qui
porte le plus les questions d'équité, qui a vraiment à cœur en fait de prioriser les actions auprès des populations qui en ont le plus besoin, donc auprès des populations les plus vulnérables. Et donc là, on vous a mis une capture d'écran du site de l'INSPQ qui dit par exemple que les populations les plus à risque aux effets du changement climatique changeant, ça peut être les personnes avec des troubles de la santé mentale, les personnes à faible revenu, les femmes enceintes. Donc ça aide en fait à se rendre compte qu'on n'est pas tous impactés de la même façon et donc que les mesures aussi doivent être différentes dépendamment des populations avec lesquelles on travaille. Alors là, vous savez sûrement mieux que nous, l'action climatique ne se fait pas seule évidemment. Ce n'est pas, juste l'État et les municipalités, qui peuvent, agir sur le climat, mais aussi évidemment l'action, citoyenne. Donc il existe notamment différents programmes en fait de soutien, d'initiatives, pour avoir des fonds publics, des subventions en fait pour mener des projets en lien avec le climat. Mais on se rend compte évidemment que ça a aussi des limites. Notamment, il y a beaucoup d'organismes qui vont être en compétition finalement sur une même subvention et il y a toujours, beaucoup de personnes qui postulent mais peu d'élus et finalement, les montants, qui sont pas forcément, très importants sont aussi à se partager entre les personnes qui vont avoir, gagné la subvention. Ensuite, souvent, on a une temporalité qui est courte, qui ne permet pas d'avoir des projets sur le long terme, qui ne permet pas de faire de la mise à l'échelle de projets. Donc, on sait aussi que c'est quelque chose qui peut être bloquant pour certains organismes et qui pose des questions de pérennité aussi de nouvelles initiatives, de projets ou d'organisations. Et finalement, on se rend compte aussi que dans ces initiatives, on cible encore assez peu la réduction des inégalités. Or, on sait que c'est vers ça qu'on veut aller si on veut tendre vers l'équité. Donc là encore, c'est un peu des limites à garder en tête quand on travaille sur nos demandes de subventions et nos projets. Ensuite, donc on se rend compte que, il y a des contraintes aussi qui influencent les activités. Donc, notamment, dans ces programmes de financement, de subventions, souvent, ça va être assez, restrictif sur les thèmes ou les activités qui sont éligibles ou faisables. Donc évidemment, ça contraint, là encore. Souvent, on va être un peu trop restreint sur certains sujets, comme par exemple la réduction des gaz à effet de serre et pas forcément l'adaptation, pas forcément l'éco-bénéfice. Encore une fois, on a des contraintes dans la façon, d'articuler en fait, différents sujets et notamment d'articuler, la recherche de baisser les inégalités sociales, tout en faisant des actions écologiques. Souvent, on va travailler en silo, on va pas forcément pouvoir faire les arrimages. Mais le point positif, c'est qu'on se rend compte qu'il y a certains acteurs qui essayent d'aider et de justement dimensionner les demandes de subventions ou aider à débloquer un peu ces silos. Donc on peut penser à différentes alliances ou regroupements, les tables de quartier notamment, des organismes communautaires autochtones qui peuvent peut-être apporter une autre vision dans les projets. Donc ça sera peut-être intéressant, d'en parler avec vous à la fin de ce webinaire. Vous pouvez déjà aussi mettre vos questions, vos commentaires, dans l'espace de clavardage. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui résonnent avec ce que vous vivez, actuellement, sur le terrain? Finalement, on voulait revenir sur un point aussi qui est important sur, comment le cadrage en fait des politiques, et des financements se fait. Est-ce qu'on parle vraiment en fait de transformation au sens de transformation, systémique pour aller vers une transition qui est vraiment socio-écologique? On se rend compte souvent que quand on va parler, de réduction de gaz à effet de serre, on va vraiment focaliser sur le souci de comptabiliser en fait les gaz à effet de serre et d'essayer de les réduire, donc avoir vraiment une vision très, carbone, on dit. Alors que finalement, on pourrait le faire autrement, on pourrait se poser d'autres questions, qui sont très importantes, qui sont, finalement, est-ce qu'on reconnaît qu'il y a un écart de richesse, dans la production des GES? On sait qu'on ne contribue pas tous à la même hauteur. Est-ce qu'on recherche des co-bénéfices en alliant donc par exemple réduction de gaz à effet de serre, adaptation, qualité de vie? Est-ce qu'on reproduit, des, dynamiques telles des enjeux liés au colonialisme par exemple? Donc il y a des questions en fait plus larges que simplement se poser la question de réduire les gaz à effet de serre. Il en est de même quand on parle d'adaptation au changement climatique. Souvent, on va parler d'adaptation au sens technique, donc l'adaptation des infrastructures, des bâtiments, etc. Alors qu'on peut aussi se poser des questions beaucoup plus sociales, justement en pensant aux inégalités sociales et de santé face au climat, aux co-bénéfices encore qu'on peut avoir quand on pose une action, et encore une fois, penser en termes de reproduction d'inégalités et des enjeux systémiques de discrimination, de racisme, etc. Donc c'est important d'essayer d'élargir un peu notre vision et aussi de faire évoluer évidemment les demandes de subventions, les programmes pour que ça touche aussi à des choses plus larges que cette vision parfois qui est trop étroite. Donc voilà pour ça, puis je laisserai la parole à Sophie pour la suite.
Merci. Peut-être une petite mise en perspective que là, c'était pas en particulier pour l'accélérateur de la transition écologique ou des fonds à Québec, mais c'est vraiment une revue des écrits scientifiques puis des programmes qui ont lieu jusqu'en 2023, là, qui étaient les constats énoncés. Puis dans le fond, c'est le cadrage général dans lequel on est. Donc, c'est pas nécessairement spécifique à vos situations, mais vous nous direz tantôt, mais c'est quand même des tendances de fond de cette question-là du financement puis des indicateurs qui peuvent nuire à l'équité. Donc, c'est un peu juste le contexte de base. Mais en fait, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que les mouvements par le bas, souvent des initiatives justement des associations de la société civile, des mouvements sociaux, font beaucoup de liens et ont souvent une vision très élargie en fait des différents objectifs sur le terrain. J'aurais pu mettre, par exemple, une image du regroupement des groupes écologistes, comme il y a des traditions au Québec aussi là-dessus. Je vous ai mis un livre qui est intéressant, qui parle de la Californie, donc qui relie... qui parle en fait des demandes de changement là, sur le marché de plafonnement et d'échange liées à des luttes de justice environnementale qui considéraient aussi la santé publique, la discrimination raciale, etc. Donc, cette partie-là, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on apprend des mouvements pour la justice environnementale dans cet élargissement-là de la question. Puis ensuite, on va aller plus spécifique sur la justice climatique. Donc, si on change de diapo, donc ça, c'est un petit historique rapido pour dire que, ben, on le sait là, qu'il y a eu des mouvements environnementaux depuis longtemps de différentes formes, mais quand on parle souvent, pense à l'environnementalisme, puis qu'est-ce qui a réussi à amener des avancées majeures, comme dans la législation environnementale, dans les États, dans la protection de l'environnement, les parcs nationaux, mais aussi tous les règlements en termes de lutte à la pollution, etc., ben, c'est venu de deux courants d'environnementalistes. Un qui était plus protection de la nature sauvage, hein, qu'on sépare un peu ce qui est la nature sauvage et les humains, et un autre qui est beaucoup efficacité écologique. Comment on fait pour mettre des règles pour prendre en compte justement la protection de l'environnement et de la nature. Et donc, c'est un peu une manière académique de résumer l'environnementalisme, mais quand même, c'est souvent comme ça qu'on perçoit comme comment on change nos lois pour protéger l'environnement puis pour protéger les milieux naturels. Puis il y avait un argument, comme dans la vision un peu occidentale de ça, il y a des écrits qui disaient, puis même on l'entend dans l'espace public, mais ça vient de valeurs post-matérialistes, c'est-à-dire qu'on peut être écolo quand on a déjà nos besoins de base satisfaits. T'sais, on peut s'en faire avec les forêts quand, par exemple, la protection des forêts quand on a assez à manger dans notre assiette. Mais en fait, ça invisibilise toutes sortes de luttes d'écologie populaire qui sont liées à une écologie de subsistance. C'est des gens qui vivent justement de leur relation à la nature, par exemple, qui sont donc qui dépendaient de forêts, de l'eau, et donc des luttes d'écologie étaient liées au mode de subsistance. Ça invisibilise aussi, bon, les luttes de justice environnementale qui sont maintenant vraiment importantes dans l'espace public, là, mais pour vous donner cet historique-là, donc notre représentation classique de l'environnementalisme incluait moins ces autres luttes-là, incluant les luttes autochtones décoloniales. Si on change, donc évidemment un historique de justice environnementale que vous connaissez peut-être, qui est beaucoup états-unien, puis je vais faire le lien avec le Canada tantôt, l'appellation de parce que dans d'autres historiques, ça a été nommé différemment, mais le mouvement de justice environnementale, c'est né vraiment de la contestation du racisme environnemental, dont l'accumulation de toxines, de déchets, d'industries polluantes dans des communautés racisées afro-américaines notamment. Des grands moments, là, par exemple, au début des années 80. Je ne veux pas aller longtemps là-dessus, mais juste pour dire que c'est intéressant parce que depuis ce moment-là, avec ces mouvements-là, il y a une redéfinition de la lutte environnementale, d'aller plus vers les villes, dans le lien avec la communauté, la santé des humains, particulièrement les communautés racisées. Donc, on sort de seulement, évidemment, la protection des oiseaux, des forêts, des baleines, mais aussi des conditions de vie en ville. Et là, il y a toutes sortes d'alliances qui sont nées de ça et des principes de justice environnementale qui nourrissent encore aujourd'hui comment on voit les dimensions de justice dont on va vous parler tantôt, les dimensions distributives, de reconnaissance et tout ça. Donc, c'est des gains législatifs qui ont été faits aux États-Unis qu'on a peu, je vais vous en parler au Canada jusqu'à récemment, mais qui sont menacés aujourd'hui parce que ça a vraiment été intégré. Là, il y a des dispositions de justice environnementale qui, aux États-Unis, étaient intégrées dans les processus. Il y avait une certaine portée légale qu'on n'avait pas ici.
Et ce mouvement-là évolue vers d'autres enjeux parce que, évidemment, il y avait des limites à ce qui avait été gagné, de reconnaissance, d'intersectionnalité. Puis ces mots-là, on va y revenir dans un instant tantôt. Je vous disais qu'au Canada, ça a évolué un petit peu différemment, même s'il y a évidemment de nombreux exemples très bien documentés d'injustice environnementale, mais on n'avait pas cette même présence-là législative, donc il y a eu des mobilisations pour avoir une loi adoptée récemment. L'an dernier. Je vous ai mis juste un lien pour avoir des récits là, qui ont été partagés dans les mobilisations vers cette loi-là, puis il y a aussi des documents qui ont été créés par différents organismes que vous connaissez sûrement. Cette loi-là, elle a des limites, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore de mécanisme de mise en œuvre, en tout cas jusqu'à récemment, qui était très clair. Il y a peut-être des lacunes au niveau de la souveraineté autochtone, des fonds qui vont être dédiés, puis il y a aussi des craintes avec la nouvelle loi sur les grands projets là, qui a été adoptée. Donc, on n'est pas dans le même contexte, là, justement, législatif qu'aux États-Unis. Et il y a aussi des luttes par ailleurs qui sont beaucoup plus anciennes, et même s'ils n'utilisent pas toujours le vocable de justice environnementale, notamment, évidemment, les luttes autochtones et décoloniales. Puis quand on s'attarde à ces luttes-là, puis aux écrits autochtones, on voit qu'en fait, ça s'inscrit dans une idée d'une fracture. La fracture environnementale fait partie de la fracture coloniale, du colonialisme, c'est-à-dire que c'est des relations qui ont été brisées par le colonialisme depuis très longtemps, donc, et le capitalisme. Donc, ça s'inscrit dans un historique beaucoup plus long, ce qu'on vit maintenant, les changements climatiques en termes d'impact sur les territoires puis les modes de vie. Et ça se répercute beaucoup aussi dans une compréhension de l'aide au changement climatique qui n'est pas seulement s'adapter au changement climatique pour les communautés autochtones, mais aussi que l'extractivisme fait partie en fait, de la tendance de fond beaucoup plus large. Donc, ces communautés-là vivent avec des projets extractifs depuis très longtemps. Donc, les impacts des changements climatiques se mélangent avec les projets extractifs qui transforment leur territoire et leur milieu de vie. Donc, les luttes autochtones se sont multipliées au Québec. Ça, c'est des écrits qui montrent que juste dans la dernière décennie, là, il y a une grosse partie de ces luttes qui étaient vraiment contre l'extractivisme. Mais encore, les voix autochtones reçoivent moins d'attention médiatique, c'est-à-dire qu'encore, comme oui, l'opposition autochtone est visible, mais quel savoir et vision du monde elle représente, ça prend beaucoup moins de place dans l'espace médiatique encore. Pourtant, évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps d'en parler, mais il y a toutes sortes d'initiatives de leadership autochtone en adaptation au changement climatique et en mitigation. Puis là, j'ai mis juste des liens vers le Indigenous Climate Action. Et tantôt, on va parler d'une autre initiative. Et il y a plein de boîtes à outils qui existent si vous ne les connaissez pas, comme celle de Mikana. Je change de diapo pour aller vers vraiment la justice climatique, qui est comme sur quoi on va porter un peu plus notre attention dans le reste de la présentation. On commence à l'échelle internationale parce que ça vient, c'est souvent à ça qu'on l'associe. Parce qu'on parlait beaucoup plus des changements climatiques à une échelle internationale dans les COP. Et là, ça a pris plus de place depuis 2009. Et évidemment, vous le savez, la question, c'était vraiment de reconnaître les responsabilités inégales dans le changement climatique, la dette écologique des pays du Nord envers les pays du Sud. Aussi, beaucoup contester les processus structurels et les solutions qui reproduisent ces inéquités, donc changer de mode dans l'appréciation du problème et des solutions, et soutenir les plus affectés, y compris avec des fonds. Donc ça, c'est un peu comme des revendications à l'échelle internationale, mais ça se répercute aussi localement, et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent. Donc, à l'intérieur de chaque pays-nation, évidemment, mais dans les villes, dans les territoires dans lesquels vous travaillez, vous le savez. Donc, du point de vue des politiques de transition, donc de réduction des gaz à effet de serre, qui est un des aspects de l'action climatique, une des deux dimensions, bien, on sait que par exemple, les différences de revenus jouent un rôle incroyable dans l'empreinte carbone. Hein. Ça, c'est une étude de l'Observatoire québécois des inégalités que vous voyez ici. Donc, les 1% de plus haut de revenus a une empreinte carbone beaucoup plus élevée que ceux qui ont un revenu plus bas. Et pourtant, les politiques tardent à prendre ça en compte. Alors, les politiques des plans climat, politiques climatiques tardent beaucoup à prendre ça en compte et ça fait qu'on a souvent des objectifs, par exemple,
qui vont être les mêmes pour tout le monde. Rapidement, je voulais vous parler d'un cas, donc la TD Carmonde en France, qui a travaillé avec des militants en situation de pauvreté et des chercheurs pour les soutenir. Et dans le fond, ce qu'ils se sont fait, c'est qu'ils se sont mis en groupe autour de la politique la politique très généraliste de la transition énergétique en France. Et là, ils ont vraiment développé leur propre argumentaire de qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et il y avait toute une étape de travail, de ne pas se sentir... parce qu'en fait, les politiques de transition, je vous donne des exemples, ça va être plus facile. Donc, par exemple, il faut réduire de 4 fois notre consommation de viande, ou il faut réduire de temps, de quantité, notre consommation, nos déplacements en voiture et tout ça. Là, par exemple, réduire de 4 fois la consommation de viande, les personnes militant en situation de pauvreté disaient dans ce cercle-là de paroles, disaient, écoutez, là, moi, je sauve tous les jours de la semaine. Pendant 6 jours, je mange juste des patates pour avoir mon dernier jour, mon steak, par exemple. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas avoir accès à mon steak le 7e jour? Donc, il y avait vraiment un sentiment pour les personnes en situation de pauvreté que c'était complètement qu'ils devaient eux-mêmes faire des sacrifices énormes quand ils sont déjà dans un état de privation et en fait, qui ne répondent pas à leurs besoins. Donc, les politiques qui sont non différenciées ont cet impact-là qui amène encore plus, finalement, un sentiment de décalage puis de culpabilité chez des personnes qui sont déjà en situation de précarité puis qui contribuent très peu à l'empreinte carbone. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives là, pour essayer de faire reconnaître ça puis changer le langage, les objectifs, alors vraiment différencier nos politiques, entre autres selon les revenus, mais pas uniquement. Donc, ça, c'est dans les politiques de transition, mais la justice climatique, c'est aussi évidemment dans l'adaptation au changement climatique. Un des exemples que j'aime beaucoup donner, c'est la vague de chaleur de Chicago, parce qu'elle a été super bien documentée d'un point de vue sociologique, puis que c'était un événement extrêmement coûteux en vie, donc 739 décès. Et les facteurs de vulnérabilité de ces personnes-là qui sont mortes, on sait que c'est des personnes... beaucoup des gens qui vivaient seuls, sans aide, sans climatisation, avec des problèmes de santé préalables, la pauvreté, un accès au transport limité. Vous voyez des images qu'il y a dans le récit de Eric Klinenberg, là, dans un livre qui a été traduit en français. Et entre deux quartiers, justement, parce qu'il y a une analyse qui a été faite entre les deux quartiers qui étaient pourtant semblables du point de vue de la pauvreté, mais qui différenciaient sur l'accès aux services publics communautaires et des liens sociaux entre les résidents. Donc, celui en bas à droite, vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'activités locales. Et celui-là, il y a eu beaucoup moins de mortalité. Donc, tout ça pour dire que c'est des facteurs, donc des choix politiques sur lesquels on peut agir qui font une énorme différence. C'est pour ça qu'on parle de désastre social dans ces cas comme ça, donc une adaptation au changement climatique qui ne prend pas assez en compte les inégalités. Je pense que tu peux changer, Hélène. Et c'est une situation semblable qui est constatée là, dans les vagues de chaleur plus récentes au Canada, y compris dans le nombre de chaleur en Colombie-Britannique où il y a eu un nombre équivalent de décès, puis c'est des statistiques semblables qu'on voit. Donc, encore jusqu'à tout récemment. Alors, pourquoi, je vois le temps qui passe, alors je continue, pourquoi l'adaptation n'est pas d'emblée équitable et pourquoi ça comporte des risques de finalement accroître les inégalités? Donc, parce que, il y a un accent historique dans l'adaptation au changement climatique. Si on essaie de trouver les territoires qui sont plus exposés aux aléas climatiques, les territoires qui vont être inondés, où il y a plus d'îlots de chaleur. Ça, c'est évidemment super important, mais c'est seulement un côté de la médaille. C'est-à-dire que l'autre côté, c'est les facteurs de vulnérabilité populationnelle. Et donc, quelles sont les populations dans ces territoires qui vont vraiment être plus affectées pour toutes sortes de raisons, par exemple leurs conditions de santé, leurs revenus, etc. Et ça, c'est encore ce qu'on constate, c'est que c'est encore assez peu utilisé pour guider les priorités, même si on espère que les démarches encore vont améliorer ça. Donc, la troisième raison pourquoi l'adaptation au changement climatique n'est pas équitable d'emblée, c'est que nos processus de gouvernance et d'inclusion sont lacunaires. Donc, il faut ajuster la gouvernance pour s'attaquer aux causes des vulnérabilités.
et non seulement agir après pour traiter les conséquences. Je vous donne un exemple, les causes de vulnérabilité, ça peut être par exemple les conditions de logement. Et donc là, on s'attaque aux causes qu'on essaie de penser à l'adaptation de l'environnement, mais aussi les conditions de logement. Et on parle aussi évidemment de décloisonner, il y a des processus en ciseaux et de démocratiser, donc inclure les personnes et les groupes les plus affectés. Donc, je vous ai fait ça rapidement. On a des outils pour ça au Labo Équité qu'on a développé comme un espèce de continuum que je vais vous montrer dans un instant, un jeu sérieux pour réfléchir aux risques de maladaptation, puis les leviers pour des gains sociaux aussi, comment on fait pour, à chaque petite étape, se dire « qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus pour des gains sociaux dans nos mesures d'action climatique ou d'adaptation au changement climatique. » Donc, identifier les risques, saisir des leviers pour aller plus loin. On a aussi, c'est un guide et là, avec le code QR, mais on va avoir aussi le lien à la fin, là, si vous n'avez pas le temps maintenant, où il y a dans le fond une série de questions où on dit, si on travaille sur l'exposition, quelles questions on peut se poser pour vraiment aider les groupes plus marginalisés? Si on travaille sur la vulnérabilité, quelles questions on se pose? Si on travaille sur la protection des écosystèmes, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Donc, c'est des petites questions, puis c'est vraiment pour aider la réflexion. Là, on dit que c'est un outil de réflexion pour nourrir les démarches avec humilité. Et ce guide-là a été fait avec des acteurs de la santé publique aussi, avec une dimension d'inégalité sociale de santé. Puis on pourrait revenir tantôt dans les questions si vous en avez. Je continue, donc je pense, oui, super, je cède la parole à Hélène pour notre dernière section, on va à la conclusion, parce que je vois le temps, je vais avoir le temps pour vos questions. Okay. Oui. Donc, en effet, maintenant qu'on a dit tout ça, donc on parle d'équité, etc., mais finalement, on se rend compte que comment on l'opérationnalise sur le terrain, comment on travaille l'équité, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, pour essayer d'en parler plus concrètement, on va vous parler de dimension de justice. Donc, c'est vraiment pour essayer de rendre en fait l'équité plus tangible, plus opérationnelle. Donc, je commence avec la justice distributive, qui est en fait l'idée, quand on parle de ça, de réfléchir à une distribution équitable des bénéfices, des coûts, des dommages et des moyens matériels. Donc, par exemple, comment on va prioriser des interventions sur un territoire qui visent en fait les ménages les plus précaires, dans par exemple des quartiers défavorisés, et les personnes qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Donc, en ça, là, on va essayer de faire la justice distributive et on peut penser comme exemple plus concret à la création de haltes fraîcheurs, comme il y a lieu par exemple dans le quartier Mercier à Montréal, ou je sais qu'à Québec, il y a aussi ce genre d'initiative. Et ces haltes fraîcheurs vont vraiment viser des populations qui sont précaires ou itinérantes, donc vraiment essayer vraiment d'aller toucher ces personnes en priorité, donc de travailler la justice distributive. Donc ça, c'est une première façon de le faire. Une deuxième façon de le faire, c'est de travailler la dimension de justice procédurale et épistémique. Donc là, on va vraiment s'attaquer au fait d'essayer d'enlever les barrières et d'offrir des opportunités égales à tout le monde de participer aux choix politiques, donc à travers par exemple des consultations, etc. Donc s'assurer en fait de reconnaître qu'on a une diversité aussi donc de personnes, de savoirs, et que les peuples autochtones en particulier ont aussi le droit à l'autodétermination. Donc concrètement, comment ça se passe? C'est quand on fait une consultation, par exemple, essayer d'avoir vraiment une diversité de voix représentées et surtout les voix qu'on entend le moins d'habitude. Donc les personnes marginalisées, issues de communautés qu'on ne voit pas, qui n'osent pas prendre la parole, qui ne se sentent pas représentées, etc. Donc ça, c'est important. Puis un exemple concret qu'on vous a mis ici, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'a fait en fait la santé publique, notamment dans le Bas-Saint-Laurent, a organisé des cafés-discussions, donc dans 5 MRC du Bas-Saint-Laurent, qui ciblaient vraiment les personnes sensibles, donc des personnes âgées, des personnes qui vivent en HLM, des personnes en réinsertion sociale, immigrantes, etc., pour vraiment comprendre comment elles vivent les impacts des changements climatiques, quelles sont leurs perceptions aussi de ces impacts et des politiques, et réfléchir avec elles dans des ateliers participatifs pour réfléchir à des solutions ensemble, donc qui visent justement ces personnes-là qui sont souvent un peu trop oubliées dans ce qu'on fait. Donc ça, c'est une deuxième façon en termes de justice de réfléchir à l'équité. Ici, on vous a mis un autre exemple qui peut être intéressant pour vous, qui est la boussole de la justice épistémique, qui a été développée par le groupe Parole d'Exclus, et qui aide justement à dire, si on réfléchit à la justice épistémique, voilà un peu des questions qu'il faudrait se poser, voilà un peu un guide d'utilisation, de réflexion pour essayer de rejoindre cette dimension de justice.
Une autre façon de réfléchir à l'équité, c'est parler de justice de reconnaissance et de réparation. Donc, c'est vraiment reconnaître qu'on a hérité de legs du passé en termes de colonialisme, de racisme et de sexisme. Et d'ailleurs, ces enjeux continuent en fait à exister dans nos systèmes, dans nos façons de faire, qui sont vraiment ancrés dans ce qu'on fait depuis toujours. Donc, reconnaître en fait qu'il y a des communautés qui souffrent d'obstacles systémiques et essayer de réfléchir à une réparation pour ces communautés dans la façon dont on mène des actions aujourd'hui. Un exemple qu'on a mis ici, c'était une personne qui était engagée dans le groupe Pas de justice climatique sans justice sociale, qui au moment de la pandémie, en fait, rappelait que lors des points de presse du gouvernement, on nous disait d'aller prendre des marches, de sortir, etc. Mais ça pose la question de finalement, qui a la capacité, est-ce qu'on a tous la capacité d'avoir accès à un parc en bas de chez nous, à un espace vert? Est-ce qu'on a le temps finalement de prendre des marches et de respirer un air pur? Bah, ça pose des questions justement de, on n'a pas tous accès à la même chose. Et ça s'explique encore une fois par des raisons systémiques qu'il faut travailler. 4e dimension qu'on peut travailler, c'est ce qu'on appelle la justice relationnelle. Donc cette fois, c'est vraiment reconnaître en fait qu'il n'y a pas que les humains, mais il y a aussi dans notre relation avec les non-humains, les écosystèmes. Là, il y a aussi une justice en fait à préserver, à chérir. Donc le principe de réciprocité, de respect mutuel et de soins avec les écosystèmes, avec les non-humains. Et là, ça vient beaucoup en fait des cris autochtones qui nous disent qu'il faut reconnaître et protéger nos relations historiques avec le vivant. Et notamment, une initiative qu'on vous a mise ici sont les initiatives de gardiens autochtones du territoire, et donc qui vont avoir ce rôle un peu de s'assurer en fait de préserver les écosystèmes et le non-humain. Et donc, on pourrait le transposer en fait plus généralement dans nos façons de faire quotidiennes, aussi dans l'urbain. On pourrait réfléchir à comment réfléchir cette justice relationnelle. Finalement, une dernière façon de réfléchir, et c'est pas du tout exhaustif, hein, on a choisi quelques-unes juste pour vous présenter ça pendant le webinaire, mais ce sont ce qu'on appelle les approches intersectionnelles et les liens entre les facteurs d'oppression. Vous voyez à droite un schéma que vous avez peut-être vu en anglais ou en français sous d'autres formes, qui s'appelle la roue des privilèges, qui permet de comprendre qu'en fait, dépendamment de notre genre, de notre éducation, de notre ethnicité, de notre santé mentale, etc., on a plus ou moins accès à des privilèges, on est plus ou moins mis de côté dans la façon dont la société s'organise aujourd'hui. Donc, quand on adopte une approche intersectionnelle, on essaye vraiment d'avoir un regard qui croise les oppressions coloniales de genre, du racisme et autres, pour avoir une vision globale de ce qui se passe sur nos territoires. Donc là, on vous a mis 2 exemples rapides que vous pourrez aller voir après ce webinaire. Le premier à gauche, c'est donc l'avis pour une transition écologique juste et féministe à Montréal du Conseil des Montréalaises. Donc il y a vraiment, qui s'est vraiment attardé à regarder le plan climat de la ville de Montréal en disant, mais finalement, en termes d'enjeux pour les femmes, qu'est-ce que ça veut dire sur les impacts des changements climatiques? Est-ce que vraiment les mesures, elles vont aider les femmes en général ou plutôt en fait leur ajouter un fardeau ou créer plus d'inégalités? Et à droite, un rapport de l'Observatoire des inégalités qui s'intéresse aux enjeux de climat et d'itinérance. Donc, comment les personnes itinérantes vont être plus affectées par les changements climatiques et comment en fait les mesures qu'on met en place aujourd'hui ne vont pas forcément les servir, mais au contraire les desservir. Donc, toutes ces dimensions de justice, c'est une façon en fait de réfléchir l'équité par des choses peut-être un peu plus concrètes, dépendamment des projets sur lesquels vous travaillez. Ça peut donner des clés de lecture qui sont assez intéressantes pour aller vers plus d'équité. Alors, on voulait terminer en fait en montrant un exemple de comment ça se croise, parce que ça fait comme une liste, mais l'idée, c'est pas d'avoir nécessairement une liste d'épicerie, puis non plus une liste d'épicerie à cocher, mais plutôt, en fait, ces dimensions-là de justice se sont développées dans le militantisme et dans le milieu de la recherche, en fait, parce qu'ils étaient pas assez l'une et l'autre. Dans le fond, c'est en complémentarité qu'on comprend comment on arrive à plus de justice. Et donc, je voulais vous faire une illustration, puis on va finir avec ça, après on va conclure. Donc, les croisés les enjeux de justice. Donc, si on pense dans les inéquités dans la transition énergétique, hein, il y a le phénomène de précarité énergétique. Donc, il y a beaucoup de gens au Québec, jusqu'à, dépendamment des lieux, là, ça peut être jusqu'à 15 à 20% de la population qui n'arrive pas à avoir une température décente dans leur logement, qui ont soit trop froid souvent en hiver et de plus en plus aussi peut avoir trop chaud en été. Donc, ça s'appelle la précarité énergétique. Puis, ce qu'on voit au Canada, c'est qu'il y a une absence de politique dédiée et que ça renforce l'exclusion de personnes précaires.
Tu peux changer de diapo, Hélène. Alors, d'un point de vue déjà distributif, on sait que tout de suite, on voit les inégalités distributives parce qu'en fait, les politiques, les investissements d'efficacité énergétique, ils ne ciblent pas nécessairement les personnes en position de précarité et en fait, on renforce là, pour l'instant les inégalités de ce point de vue-là. Mais il y a ces inégalités distributives-là, donc, sont aussi accrues par les inégalités procédurales, c'est-à-dire qu'on entend peu les personnes les plus précaires. Et donc, ça ne nous permet pas là, d'adresser justement ces inégalités-là distributives. Le fait qu'on ait peu de voix aux personnes précaires en situation de précarité énergétique, ça fait aussi qu'on a moins d'attention, on entend moins ces expériences, donc il y a moins d'attention aux intersections qui, vont accroître la gravité des enjeux. Par exemple, si tu es une femme qui a des responsabilités de soins de ta famille ou en situation d'immigration récente, bien, ça va être pire. Il y a aussi des croisements des formes de précarité. Hein? Bien, des fois, tu vas payer ta facture d'électricité ou ton logement, mais tu n'en auras plus assez pour bien manger. Donc, le croisement des formes de précarité, des formes de pression, en fait, c'est moins compris qu'on n'entend pas l'expérience des personnes affectées. Donc là, vous voyez le lien avec l'approche intersectionnelle. Et tout ça, en fait, ça fait qu'on a un manque de reconnaissance de facteurs structurels. Donc, dans les questions énergétiques, c'est aussi lié finalement aux conditions de logement, aux limites dans la protection des droits des locataires, aux discriminations aussi dans l'accès au logement pour les personnes en immigration récente, etc., etc. Donc, je voulais un peu montrer l'imbrication et l'idée de c'est un cycle qui se nourrit, mais qu'on peut aussi contribuer à briser ce cycle en agissant sur un élément qui peut aider les autres. Donc, c'est un peu pour voir l'interrelation de ces éléments-là. Alors, en conclusion, c'était quand même rapide, vous n'hésiterez pas dans les questions. Bien, l'action climatique et la transition écologique, ce n'est pas d'emblée équitable. Donc, on fait des avancées, mais ça se peut qu'on accroît les inégalités si on ne prend pas en compte d'emblée. Et là, il y a vraiment un rôle de l'action publique là-dessus, là, des gouvernements. Ça ne peut pas reposer tout sur les groupes citoyens. Il faut vraiment qu'il y ait du leadership. C'est pour ça qu'on a commencé par les actions gouvernementales. Et il faut qu'il y ait un leadership aussi gouvernemental en termes de cibler des déterminants des vulnérabilités et inégalités. Pas seulement agir après coup, et ça, vos projets le font en partie, je pense. Donc, les déterminants des vulnérabilités et des inégalités, la pauvreté, les conditions de logement, l'accès à la mobilité, puis je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples. On a des opportunités dans les chantiers en cours de planification. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a parlé. On pense qu'il y a des opportunités, mais qu'il faut être là. On n'est pas toujours nécessairement autour de la table invité. Donc, il faut profiter, il faut être proactif dans ces opportunités-là, les potentielles opportunités. Et bien, c'est sûr qu'on ne peut jamais faire tout ça tout seul. Donc, l'importance des collaborations, notamment pour entendre des populations en situation de vulnérabilité, ça ne va pas nécessairement être ces populations-là, mais des personnes qui travaillent avec elles. On a besoin de ressources pour le quitter, puis il y a des intérêts à vraiment croiser ces dimensions-là distributives de processus de reconnaissance. C'est comme une dynamique, c'est des compétences à développer, mais qui font souvent déjà partie là, de plusieurs luttes locales qu'il faut réussir à faire résonner. Donc, on finit en disant, bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça résonne avec votre expérience ou peut-être qu'il y a des spécificités qu'on n'a pas captées? Et vous avez aussi le lien vers le Labo Équité Climat où il y a des répertoires d'outils, on a des capsules récits à venir, on a des rapports sur des enjeux spécifiques, on a le continuum, un jeu sérieux. Donc, si ça vous intéresse de suivre ça, vous avez le lien Internet. Merci beaucoup, c'est à vous. Merci beaucoup, Sophie et Hélène. C'était passionnant. Je laisse la parole s'il y a des gens qui ont des questions, des contributions. Je sais que vous avez tous des projets assez diversifiés, variés. Ça ne vous rejoint pas nécessairement de la même manière, mais je suis curieuse de vous entendre effectivement sur ce que vous avez pensé de la formation, etc. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à discuter. Faut pas être gêné, sinon je vais vous poser des questions directement. C'est correct, ça peut prendre un peu de temps. Mais n'hésitez pas aussi de plus dire si ça résonne ou pas, si vous connaissez ces démarches-là, puis vous en faites partie. En tout cas, je laisse Marjolaine, c'est une question. Vas-y, Maud.
Allô, ben c'est sûr que nous, toutes ces présentations-là, ça résonne beaucoup dans notre démarche de transition socio-écologique dans Vanier. Je dirais que c'est pas mal des choses qu'on remarque, puis il y a la question de se poser, est-ce que, tu sais, faut pas remettre ça sur faut pas remettre la faute sur les épaules des personnes plus vulnérables, de justement avoir la question des changements climatiques, puis de travailler là-dessus, là. Fait que j'ai hâte de voir aussi les outils que vous avez partagés, là. Je me demandais aussi si on allait avoir accès, mettons, par des liens, parce que j'ai pas pu prendre les codes QR, mettons, au courant de la présentation, là, mais je sais qu'il y a beaucoup d'outils qui vont nous inspirer. Puis qu'il y a beaucoup de nos résultats communs en ce moment qui concordent avec la présentation d'aujourd'hui, là. Fait que voilà. Super, merci beaucoup. Commentaire, ouais. Merci pour ce retour-là. Donc, est-ce que vous vivez aussi l'importance de ne pas mettre sur les populations plus précaires le poids de la transition? C'est intéressant dans Vani. Mais oui, vous allez avoir accès à l'enregistrement du webinaire, donc vous allez pouvoir cliquer sur les codes QR et tout, je pense. Puis pour info, moi, il y a déjà une partie, au moins en tout cas, le lien vers le Labo Équité Climat puis la boîte à outils est sur le portail web de l'accélérateur. Puis je pourrais en rajouter au besoin. Il y a une section dans les ressources sur la question d'équité. Super. Merci. Marie? Vous m'entendez bien? Oui. Ça résonne aussi pour moi, là. Puis je rebondis sur ce que disait Maud. Pour nous c'est vraiment on plante nos arbres en Basse-Ville, Limoilou, Vanier. Puis c'est ça, c'est des populations plus vulnérables, donc ça résonne vraiment pour moi. Puis j'ai essayé aussi de regarder les outils un peu que vous avez partagés. Je n'ai pas réussi à tout récupérer, donc je suis ouverte là, à les regarder. Merci. Olivia? Bonjour. Alors, je travaille pour la COP Carbone et donc la présentation que vous avez faite, merci, c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'avoir une vision macro, notamment des projets que nous faisons sur le terrain et parce qu'on a une démarche en équité, en EDIA, surtout en mobilité durable. Donc, on a eu un projet dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Donc, Vivre Saint-Michel pour faciliter justement et réduire les inégalités. Et aussi à Québec, on a fait un rapport qui s'appelle Repenser la mobilité pour toutes et tous. Donc on le vit concrètement sur le terrain, puis on fait justement, on veut faire sortir des données, et puis on fait des maillages aussi avec accès transport viable. Donc ça fait du sens. Puis si on peut, c'est ça, se nourrir mutuellement. Donc on serait vraiment content de partager tout ça aussi. Oui, vraiment, merci beaucoup. Ouais, on note. Merci, Olivia. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des questions, un commentaire, un partage? Est-ce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires? Est-ce que ça allait trop vite? Nous, on essaie aussi de voir, ça va? Parfait. Pascal, tu as levé brièvement la main. Je ne sais pas si tu avais une question, ça va. Non, je voulais mettre un petit pouce pour dire que c'était clair, mais j'ai pas appuyé sur le bon bouton, là. Mais tant qu'à avoir le micro, j'en profite pour vous remercier de la présentation. Moi, c'est sûr que c'est spécifique le projet qu'on porte, là. C'est vraiment dans les laboratoires scientifiques de l'université, en tout cas, et des autres partenaires, entreprises de la Ville de Québec, là. Que le lien était peut-être un peu plus loin, mais c'était très pertinent juste pour ma connaissance générale. Puis la boîte à outils, là, j'étais en train de l'ouvrir, là, j'y ai accès, puis je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. Puis pour mes collègues aussi de l'université au Bureau de la responsabilité sociale et environnementale, j'ai une collègue qui travaille spécifiquement sur le dossier de l'adaptabilité au changement climatique. Fait que je pense que je vais, je vais lui partager en tout cas, elle les connaît peut-être déjà, là, mais je vais lui partager ces outils-là, c'est certain, là. Donc, merci. Merci.
C'est ça, il y a des choses aussi qui vont sortir sur des récits. On a hâte d'avoir des capsules récits aussi. La première va sortir sur la gentrification climatique. Après, il va en avoir sur l'équité territoriale, les premiers intervenants, le logement, la chaleur dans les écoles. En tout cas, vous regarderez ça, ça s'en vient. Je pense qu'il y avait une dernière... Est-ce que c'était une main, Marie? Je me permets de... Non. C'est ton ancienne main. Ok. Non, mais c'est une erreur de frappe. Parfait. Merci à toutes d'avoir été là aujourd'hui. Merci encore beaucoup, Sophie et Hélène, pour la présentation. D'ailleurs, si vous voulez qu'on reste toutes les trois en ligne pour conclure, on peut faire ça. Sinon, mais je vous souhaite à toutes un bon restant de mardi. Et puis, n'hésitez pas, là, c'est ça, à aller voir. On va essayer de mettre le plus de liens possible sur le portail de l'accélérateur. Puis, si vous avez des questions, des choses qui vous viennent après sur cette thématique-là, levez la main auprès de votre conseillère, puis on va voir si on peut trouver aussi d'autres ressources. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye bye. Au revoir.